Quelle synergie entre justice transitionnelle nationale et internationale? Et je passe sans plus attendre la parole à Monsieur Thierry Cruvelier, rédacteur en chef de Justice Info, modérateur de cet atelier. Merci à Maître Elisabeth Chappuis. C'est avec elle que j'ai été surtout en contact pour organiser ce panel, ce qui pose un peu la question des synergies donc, entre justice transitionnelle nationale et internationale. On a trois panélistes, puisque Madame Bensedrine, la présidente de la commission Vérité en Tunisie, n'a pas pu venir. Donc, en revanche, comme je l'ai rencontré il y a 2 semaines, je vous ferai part un peu de certaines de ses idées, de ses expériences à la tête de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie et sur ce rapport avec international-national. On commence donc tout de suite avec Laurence Boilia, si je prononce bien, vous me direz, qui est donc procureure dans le canton de Vaud, donc vous êtes chez vous, mais qui a surtout fait partie du parquet fédéral dans l'unité chargée des crimes internationaux, quand ceux-ci sont passés de la compétence des tribunaux militaires en Suisse aux tribunaux civils. Elle a aussi participé à de nombreuses missions dans un certain nombre de pays, notamment pour aider la formation des magistrats au Liban, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir, avec Madame Boilia, parler un tout petit peu de cette compétence universelle, qui est l'un des domaines qui est les plus investis aujourd'hui en justice transitionnelle, pour donc poursuivre des crimes internationaux qui ne sont pas poursuivis ailleurs. Pour vous donner un exemple, les guerres civiles au Libéria dans les années 90 n'ont absolument connu aucun mécanisme de justice pénale. Et là, on devrait avoir l'année prochaine peut-être 4 ou 5 procès en Grande-Bretagne, en France, en Suisse, en Belgique, il m'en manque un, et aux Pays-Bas. Et aux États-Unis, il y a d'autres affaires, mais qui du coup ne sont pas pénales. D'accord ? Mais effectivement, il y a toute une vague là, d'anciens responsables de guerre libériens qui vont être jugés via ce mécanisme de compétence universelle, y compris en Suisse. Aujourd'hui, par exemple, pour les crimes en Syrie, la seule option qu'on a sur la table, c'est aussi l'utilisation des tribunaux nationaux qui vont pouvoir faire agir ce mécanisme. Donc peut-être que, Laurence, vous allez nous éclairer un peu sur cette articulation entre justice pénale nationale confrontée à des crimes internationaux et sur les limites aussi de ces procédures de compétence universelle. Merci. J'avais prévu de vous expliquer en quelques mots tout d'abord ce qui s'est passé au niveau suisse quand même, pour que vous compreniez, que vous ayez finalement une explication sur ce qui a pu se mettre en place dans un pays, en particulier la Suisse, au niveau national. Donc sachez simplement qu'au niveau suisse, la poursuite des crimes internationaux est quelque chose d'assez récent, puisque nous avons mis en œuvre dans la législation suisse le statut de Rome seulement à partir du 1er janvier 2011. L'idée, qui a peut-être été l'idée aussi de certains pays que vous connaissez, les objectifs visés par la Suisse étaient d'une part d'éviter le risque de servir de refuge aux criminels de guerre, aux génocidaires, ou criminels auteurs de crimes contre l'humanité, et puis évidemment aussi d'éviter que les crimes commis éventuellement un jour en Suisse ou par un ressortissant suisse soient jugés par un tribunal international, en l'occurrence la CPI. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'avant le 1er janvier 2011, finalement les crimes de guerre en Suisse étaient poursuivis par la justice militaire. C'est d'ailleurs la justice militaire qui est la seule pour l'instant à avoir rendu un jugement en Suisse, puisqu'elle a condamné en avril 2001 un bourgmestre rwandais, M. Nyanteze, à 14 ans de prison. Le génocide, l'infraction de génocide existait déjà depuis 2000 dans la législation suisse. Et finalement, la grande nouveauté, à partir de 2011, a été d'introduire le crime contre l'humanité,
qui jusque-là n'existaient pas en tant que tels dans le droit suisse. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à partir de cette date-là, de ces nouvelles compétences, le transfert a été fait donc de la justice militaire à la justice civile qui s'occupe de ces cas présents. Évidemment, il y a un résidu de justice militaire si l'auteur ou la victime devait être un militaire suisse ou qu'on était, hypothèse très peu probable en Suisse en temps de guerre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous avons aussi un résidu, bon, j'en parle en passant, mais de compétences au niveau régional, c'est-à-dire en Suisse au niveau cantonal, pour les infractions de crimes contre l'humanité qui ont été commises avant le 1er janvier 2011. Et puis, c'est aussi peut-être une spécificité suisse, la justice des mineurs reste active. À partir du moment où l'auteur a moins de 18 ans, la justice des mineurs reste active pour la poursuite de ces crimes. Alors évidemment, vous le savez tous, la spécificité de ces crimes, c'est évidemment d'être imprescriptible. Ça a été fixé dans la législation suisse aussi. Ces infractions n'ont pas de caractère politique. J'aimerais insister là-dessus en termes d'entraide judiciaire. Donc il est admis et pratiqué sans réserve en Suisse qu'on ne peut pas parler d'infraction politique, donc l'entraide judiciaire doit fonctionner. Et puis, comme cela a été dit en introduction, nous avons décidé de passer à ce principe de la compétence universelle, qui est finalement le cœur du droit pénal international, qui fait que, et je vous cite la disposition qui fixe ce principe en Suisse, quiconque commet à l'étranger un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, y compris donc il peut être puni en tant que supérieur civil ou militaire, quiconque donc commet ce genre de crime est punissable si l'auteur se trouve sur le territoire suisse et si l'auteur n'est pas extradé ou remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. Donc ici, on parle essentiellement de la CPI. Donc évidemment, nous avons maintenant ce principe de poursuite d'office obligatoire en Suisse, même s'il n'y a pas de rattachement finalement avec la Suisse, c'est-à-dire même si l'acte évidemment a été commis à l'étranger par un auteur de nationalité étrangère contre une victime de nationalité étrangère. Du point de vue opérationnel, je l'ai dit, nous avons maintenant ces outils depuis 2011. Nous avons également les ouvriers qui mettent en œuvre, qui utilisent ces outils, puisque, ça a été dit, au niveau fédéral, au niveau national, il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle un centre de compétences du droit pénal international. Si vous voulez, c'est la War Crimes Unit suisse, qui agit principalement pour la poursuite de ces infractions au niveau national, encore une fois en parallèle d'un résidu justice militaire et d'un résidu juridiction cantonale. J'aimerais vous dire aussi que nous avons eu les chantiers pour mettre en œuvre ces outils, puisque après 2 ans et demi d'activité, où j'étais essentiellement engagée de mon côté, nous avions traité une trentaine de cas, des cas qui nous venaient essentiellement de plaintes de particuliers ou de dénonciations d'ONG. Une fameuse ONG en Suisse très active et que vous connaissez peut-être est Trial, Track Impunity Always. Nous avons également une ONG aussi à Genève, Civitas Maxima, qui dénonce également des cas. Nous avons évidemment initié des cas par nous-mêmes, sur la base d'informations de la police ou de renseignements, de ce que nous voyons dans la presse. Je pense en particulier ici à une sorte de mécanisme sur la Syrie que nous avions mis en place avant finalement ce qui s'est fait à l'ONU pour récolter, en particulier avec les requérants, les personnes qui trouvaient refuge en Suisse, récolter un maximum d'informations qui pouvaient être utiles pour des enquêtes futures.
Nous avons aussi en Suisse une disposition de la loi sur l'asile qui oblige les autorités d'asile à nous dénoncer des suspects de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité qui trouveraient refuge en Suisse. Et tout ça fait que nous avons traité, pour vous donner une petite idée, des cas qui concernaient l'Afghanistan, l'Algérie, la Bosnie, le Burundi, la Colombie, la RDC, le Sri Lanka, Irak, Israël, Kosovo, Libéria, Libye, Mexique, Rwanda et Syrie. Donc, vraiment une panoplie de pays concernés par ces affaires. Vous l'avez peut-être compris, le principe de la Suisse veut qu'il y a donc un critère obligatoire de présence du suspect sur le territoire suisse au moment de l'ouverture de l'instruction. Donc, il faut impérativement, pour que la Suisse soit saisie d'un cas, que l'auteur, le suspect, se trouve sur le territoire suisse, mais il peut être de passage uniquement. Donc, il n'a pas besoin de résider en Suisse. S'il vient pour du tourisme, pour consulter un médecin, cette personne peut être poursuivie. Il faut simplement qu'on soit informé de sa présence, qu'on puisse le localiser et qu'on ait évidemment une suspicion suffisante d'infraction. Je pense que c'est là un bon garde-fou et finalement la limite utile et nécessaire au principe de l'universalité de la poursuite, puisque ça permet à l'autorité de poursuite pénale évidemment d'avoir au moins une occasion d'interroger le suspect de l'infraction, sachant qu'ensuite cette personne peut être arrêtée mais finalement peut être aussi laissée aller et que la poursuite peut se continuer par défaut. Une des spécificités aussi que j'aimerais relever ici et qui est liée à la problématique de la compétence universelle, c'est qu'évidemment nous avons dans ces cas-là des faits pour la Suisse qui sont lointains, des faits qui sont la plupart du temps anciens. Et donc, j'ai envie de dire que nous avons une sorte de crime sans scène de crime, et souvent, donc, sans preuve matérielle. Ceci veut dire, évidemment, que, du coup, nous allons devoir instruire ces affaires essentiellement avec le témoignage en procédure préliminaire, et ce qui implique aussi que, devant un tribunal, c'est vraiment le principe de l'intime conviction des juges qui va intervenir. Alors ce principe de l'universalité, je pense qu'il va de pair avec le principe de la complémentarité, et évidemment il y en est à mon sens indissociable. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour reprendre le titre de notre atelier, nous avons finalement une problématique qui va au-delà du duo justice nationale, justice internationale. Nous sommes finalement sur un trio. Donc le trio justice internationale, ensuite justice nationale de l'État concerné et justice nationale d'un État tiers comme peut l'être la Suisse. Et ce mécanisme finalement ne devrait pas laisser de place à l'impunité. Et par rapport à ce trio, je vous livre ici mon opinion personnelle, qui est de considérer qu'à mon sens, il y a une sorte de hiérarchie à considérer dans ces trois juridictions. J'aimerais dire que, en ce qui me concerne, je place en troisième position du podium, si vous voulez, les tribunaux internationaux, en particulier la Cour pénale internationale, qui elle-même, dans son préambule, nous dit qu'elle est complémentaire aux juridictions pénales nationales. En deuxième place de ce podium, j'y vois l'autorité nationale d'un pays tiers, dans lequel se trouve l'auteur selon le principe d'universalité. Et en première place de ce podium, je place l'autorité nationale du pays concerné par les faits, par l'auteur ou les victimes. Alors j'aimerais vous expliquer un petit peu ma réflexion par rapport à ce podium de juridiction. Si je place la CPI en troisième place, ça n'est évidemment pas pour
dévaloriser cette institution, mais son rôle, évidemment, reste essentiel lorsque l'État concerné ne peut pas ou ne veut pas entreprendre quelque chose, ou lorsqu'un État tiers, comme la Suisse, ne peut pas agir faute de présence de l'auteur sur le territoire national. Ou alors, comme on l'a peut-être vu certaines fois, parce que la personnalité de l'auteur a une dimension politique telle qu'il est préférable de la traiter sur une plateforme internationale. Cette troisième place, à mon sens, elle s'explique aussi parce qu'on le sait, le statut de Rome a certes est certes appliqué par 123 États parties sur les 193 membres de l'ONU, mais on sait aussi que 32 pays ont signé mais pas ratifié ce statut, en particulier la Russie et les États-Unis. D'autres ne l'ont même pas signé, comme la Chine et l'Inde. Et on sait également, on en discutera peut-être ensemble après, que le rôle des tribunaux internationaux est contesté depuis quelques années, ce qui, à mon sens, renforce nécessairement le rôle des juridictions nationales. Alors j'en viens à la deuxième place de ce podium, la poursuite nationale dans un État tiers. J'ai envie de dire que c'est une sorte, pour moi, de mal nécessaire. Quand, encore une fois, l'État concerné ne fournit pas alors, les garanties procédurales minimales d'un procès équitable ou n'a pas la capacité, encore une fois, ou la volonté d'agir. Et là, j'aimerais vous citer le directeur de Trial qui disait « Quand les victimes se voient refuser l'accès à la justice dans leur pays d'origine, les tribunaux de pays tiers constituent souvent leur seul espoir. » Il y a donc, à mon sens, aujourd'hui ou depuis quelque temps, un glissement des poursuites internationales vers les poursuites nationales. Ça s'est concrétisé, à mon sens, par l'augmentation des juridictions nationales spécialisées. Donc, ces fameuses War Crimes Units ont été constituées dans de nombreux pays. Il y a une augmentation des poursuites au niveau national. Il y a une augmentation également, j'aimerais le souligner, de la coopération, parce que la poursuite, selon le principe de l'universalité, évidemment, est difficile, a parfois des limites, mais elle est compensée par une coopération qui, globalement, fonctionne plutôt bien. Et ici, j'ai eu l'occasion personnellement de tester la coopération dans le cadre de ce qui s'appelle le European Genocide Network, qui est un réseau au niveau de l'Union européenne des États qui disposent d'autorités poursuivant les crimes internationaux et un réseau particulièrement efficace en termes de coopération. Donc, tout ça, à mon sens, permet effectivement d'apporter une certaine réalité à la poursuite pénale qui peut-être ne se serait pas faite au niveau international. Et il y a toutefois, je pense, une certaine limite à l'engagement des autorités nationales comme cela peut l'être au niveau suisse. C'est finalement le fait que la légitimité d'une telle autorité peut ne pas être aussi forte que si la poursuite s'effectue dans le pays concerné par les faits. Et là, j'aimerais juste vous citer la parole d'un témoin qui avait témoigné dans l'une de mes procédures et qui s'était exprimé en disant ceci: « Ouvrir une procédure en Suisse, ouvrir une procédure à La Haye, c'est bien parce que la parole est donnée. Peut-être que c'est la première fois que cette parole est donnée aux personnes concernées. Peut-être que c'est la première fois qu'elles sont mises en présence du prévenu. Mais il y a mieux. Et ce mieux, je pense, et c'est pour ça que je plaçais la première marche du podium sur la justice nationale de l'État concerné, je pense que c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à développer. Et finalement, la complémentarité entre ces trois niveaux de juridiction
pourrait peut-être cesser d'exister si finalement la juridiction nationale d'un État concerné avait la possibilité veut dire capacité, compétences, moyens, ressources, personnel, etc., de poursuivre les crimes sur son propre territoire. Encore une fois, je pense qu'il y a là des questions de légitimité qui sont certainement mieux perçues par les personnes concernées par ces procédures. Et puis, il y a évidemment des questions aussi de proximité qui vont faciliter le travail de la poursuite pénale, donc un résultat. Je pense aussi qu'il y a différents mécanismes qui existent déjà, qui ont déjà été pratiqués et qui continueront certainement à l'être, qui peuvent agir pour soutenir cette poursuite pénale dans les pays concernés. On sait qu'il y a des fact-finding missions, on sait qu'il y a des commissions d'enquête dans le cadre de l'ONU, du Haut-Commissariat des droits de l'homme. J'ai moi-même participé à 2 de ces commissions. On a des concepts aussi qui sont développés de Security Sector Reform. Il y a des vérités, des commissions vérité et réconciliation, dont parlera certainement M. Hazan. Nous avons vu aussi l'émergence par exemple, de ces tribunaux militaires itinérants au sud Kivu, qui ont pu être soutenus d'ailleurs par une ONG lausannoise. Donc ce sont, à mon avis, autant d'outils susceptibles de promouvoir la poursuite pénale dans les pays concernés. Et à ce titre, j'aimerais peut-être parler d'un point en particulier, encore une fois, auquel j'ai participé. J'ai eu la chance de participer. Je suis experte dans ce qui s'appelle un mécanisme, c'est-à-dire un mécanisme d'aide à la poursuite des crimes internationaux qui existe au niveau international, qui s'appelle Justice Rapid Response. Donc, nous avons à peu près 700 experts maintenant spécialisés dans ces questions de poursuite des crimes internationaux qui peuvent être mis à disposition d'organisations internationales ou d'États. Et il m'est en particulier arrivé de me rendre au Mali, où nous étions dans un pays, évidemment, qui connaît malheureusement encore un conflit armé. Ce pays avait la volonté de mener des poursuites pénales, en tous les cas au niveau des autorités judiciaires. Et ce pays, par contre, se rendait compte qu'il lui manquait des moyens. Il lui manquait en particulier des compétences pour traiter ce type de crimes. Et le projet qui a été mis en place par le Justice Rapid Response, qui est un projet de complémentarité, était finalement de proposer, ce que nous avons fait, d'aller rencontrer les procureurs, les juges d'instruction, de voir avec eux les cas qu'ils avaient à traiter et de développer avec eux des stratégies pour aller de l'avant dans la poursuite des cas qu'ils avaient à traiter. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous livrer peut-être deux remarques par rapport à ce que je vous ai dit. Peut-être la première chose est que, pour moi, ma conclusion, si vous voulez, en pensant à cette poursuite des crimes internationaux que j'ai pu pratiquer au niveau suisse, le plus beau cadeau, certainement, qu'on pourrait me faire dans ma carrière professionnelle serait de me dire un jour que je n'ai plus de travail en matière de poursuite des crimes internationaux au niveau suisse, que je ne m'occupe plus que de la criminalité ordinaire, parce que, évidemment, ceci voudrait dire que l'universalité de la poursuite et la complémentarité entre juridictions n'est plus nécessaire. Cela voudrait dire que les justiciables peuvent compter sur une poursuite dans leur propre pays et que c'est finalement là que la réponse devrait être donnée aux personnes concernées par les crimes qui ont été commis. J'aimerais aussi vous dire que je reste convaincue que la compétence
universelle, exercée selon le principe de la complémentarité, ne vise pas seulement à la répression. Donc, je vous ai essentiellement parlé évidemment de répression, puisque c'est mon métier. Mais évidemment, il y a aussi derrière tout ça un effet préventif, j'en suis convaincue. Préventif, c'est-à-dire respectivement dissuasif. Le résultat final, qui serait en fait une condamnation au terme d'un procès, n'est pas tout, à mon sens. Et je suis assez contente de constater que dans certaines affaires, le simple fait déjà d'avoir ouvert une procédure en Suisse a eu des effets, par exemple, sur certains suspects qui ont décidé de renoncer à venir en Suisse, donc leur liberté de mouvement a été restreinte. Certaines ont perdu l'immunité dont elles disposaient en Suisse, ont été rappelées dans leur pays. Et puis, finalement, certains témoins, certaines victimes ont eu l'occasion, pour une fois, de s'exprimer, peut-être la première fois, et d'être confrontés à quelqu'un qui, dans leur pays, leur semblait peut-être jusque-là au-dessus des lois. Et pour terminer cette réflexion, récemment, il est sorti justement de l'ONG Trial a publié un certain nombre de témoignages de victimes, et je lis dans ces témoignages les deux aspects suivants en particulier. La responsable du programme Bosnie-Herzégovine nous dit « La condamnation d'un criminel peut être un élément central de la reconstruction des victimes. Pour certaines, elle marque un moment symbolique où elles se libèrent du passé et peuvent enfin regarder vers l'avenir. » Et le responsable du programme RDC dit encore ceci, « Punir les criminels ne les met pas seulement hors d'état de nuire. Cela a aussi un effet dissuasif. La justice tient ainsi un rôle essentiel de prévention. Inversement, l'impunité engendre de plus en plus d'abus. » Ceci veut dire aussi que le processus judiciaire, j'en termine avec ça, reste important pour bon nombre de victimes à l'heure où l'on parle de plus en plus d'amnistie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurence, et merci d'avoir préparé une présentation un peu à la dernière minute parce qu'on vous a sollicité assez tard. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de vous dire un peu rapidement, de vous communiquer un peu rapidement ce que Madame Bensedrine, donc la présidente de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie, qui est une commission vérité, mais avec des pouvoirs quasi judiciaires, vous aurait aimé partager avec vous si elle avait pu venir. Cette instance travaille depuis 4 ans et va terminer ses travaux au 31 décembre. Donc on est vraiment dans l'actualité et Mme Bensedrine est en fait plongée dans la rédaction du rapport final. C'est elle commence déjà à laisser la place à des chambres spécialisées qui sont là du coup des chambres pénales, et c'est elle et elle seule, enfin l'IVD, l'instance, qui peut transmettre des dossiers aux chambres spécialisées. C'est ça ce qui a été décidé en Tunisie. On ne sait pas encore combien il y aura de cas, peut-être une centaine. Le premier point sur lequel qu'elle me racontait, qui est un peu l'articulation entre droit national et droit international, comment on intègre le statut de Rome dans les juridictions nationales et quelles sont les difficultés qui peuvent venir avec ça. Ou comment, pour elle, c'était comment les formuler dans le cadre du droit tunisien. Et elle prenait l'exemple de la disparition forcée, qui est un crime qui n'existe pas dans le droit tunisien et qui pourtant figure dans les actes d'accusation que l'instance est en train de communiquer petit à petit aux chambres spécialisées. La loi du coup tunisienne maintenant se réfère au statut de Rome, a intégré le statut de Rome. Donc la loi permet de poursuivre la disparition forcée, mais il y a une difficulté d'explication auprès des magistrats. Et elle, du coup, dit ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'expliquer à la cour que le crime se saucissonne, en fait, c'est son terme, hein, en différents éléments qui, eux, sont connus du droit tunisien. Par exemple, la séquestration, le droit tunisien connaît ce terme. La torture aussi, l'homicide volontaire également, et l'enlèvement.
Et là, on a déjà 4 composants de la disparition forcée. Il ne reste qu'un dernier composant, ce qui est le fait que le corps a disparu, qu'il n'a jamais été retrouvé et que l'État ne reconnaît pas l'existence de l'ancien détenu, qui n'est du coup ni en liberté, ni en prison, ni mort. Et donc, ce qu'elle fait et ce qu'elle communique via le parquet, c'est de dire au juge qu'en additionnant ces crimes, en fait, cela donne la disparition forcée, qui par ailleurs est définie par le statut. Donc voilà, c'était intéressant sur la manière dont elle essaie de convier tout ça à l'intérieur d'une juridiction nationale qui ne l'a pas encore intégré ou appliqué. En fait, ce qu'elle disait, c'était que du coup, le traité de Rome fonctionne comme une locomotive à laquelle on peut accrocher des wagons, comme elle considère que l'instance vérité et dignité est un wagon qu'on a accroché derrière le traité de Rome, et que si d'ailleurs on n'accroche rien derrière la locomotive, le traité de Rome ne sert à rien. Il n'a aucun résultat. Une locomotive, si belle soit-elle, si elle n'a pas de wagon, n'entraîne rien. Voilà ce qu'elle dit. Autre exemple, la chaîne de commandement, tout le problème de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Elle n'existait pas en Tunisie. En torture, on ne sanctionnait que l'acteur de la torture directe, par exemple. Maintenant, on peut remonter la chaîne, puisque cette responsabilité est reconnue dans le statut de Rome. Et donc, le nouveau code sur la torture, maintenant, assimile le complice à l'auteur qui devient auteur. Et ça a permis de juger, du coup, ou ça permettra de juger les anciens juges qui étaient impliqués eux-mêmes dans ces disparitions forcées, ou des médecins qui ont fait des rapports d'autopsie faux, ou des ministres qui ont ordonné de tels crimes. Donc ça, pour elle, c'est une avancée très importante pour le droit tunisien qui est entraîné par l'apport du droit international. Ils ont aussi introduit en Tunisie ce qu'ils appellent le litige stratégique, qui est aussi inspiré de pratiques extérieures et qui, en fait, l'idée, c'est de prendre... D'abord, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut que comme elle ne peut pas organiser énormément de dossiers, elle veut de prendre des dossiers qui aident à illustrer une violation qui a touché beaucoup d'autres personnes. Et qu'à travers un procès en particulier, en fait, on illustre le système. Pour elle, ce qui est très important, c'est que tout le travail doit être la révélation d'un système criminel. Mais du coup, en Tunisie, ils n'ont pas voulu que les sanctions soient nécessairement celles qui sont prévues par le code pénal national. Justement, comme l'idée est de démanteler le système, il ne s'agit pas nécessairement de se focaliser sur la responsabilité d'un individu. Et donc, il est demandé à l'auteur d'aider à la révélation de la vérité. Et s'il coopère, la sanction peut être assez faible. La loi encourage la coopération des auteurs, la loi qui organise la justice transitionnelle. Je note qu'en Centrafrique, ils font exactement la même chose devant la Cour pénale spéciale, où ils introduisent ce qu'on appelle en droit anglo-saxon le plea bargaining, qui est donc vraiment ce deal entre le bureau du procureur, que beaucoup d'entre vous connaissez, mais qui n'existe pas partout, le deal entre le bureau de procureur et un accusé, où il s'arrange, et c'est un plaidoyer de culpabilité, c'est un peu comme ça qu'on le traduit en français. En Centrafrique, il n'existait pas, il est maintenant reconnu devant cette cour pénale spéciale qui commence juste ses travaux. Et bien, les Tunisiens ont fait pareil en estimant que c'était extrêmement utile au processus qu'ils voulaient mettre en place. Et là, elle trouve que c'est une sorte d'émancipation du national par rapport à l'international, puisque ce n'est pas le droit international qui organise de telles transactions et qui organise le plea bargaining. Ça se fait au niveau national, c'est là que ça se négocie. Voir aussi ce qui se passe en Colombie en ce moment sur l'ensemble du processus de justice transitionnelle post-accord de paix. Ensuite, je lui ai un peu demandé, est-ce que l'international ne peut pas être parfois un obstacle à ce qu'ils veulent faire sur le plan, ou à ce qu'ils doivent faire sur le plan national?
Là, je vais essayer de la citer au maximum. Madame Bensenri dit que l'international vient avec des modèles tout prêts. Ils ont leurs cases et vous devez rentrer dedans. Si vous débordez, ils vous foncent dessus. Et quand vous protestez, ils disent « mais c'est nous les experts, c'est nous qui avons la bonne parole ». Elle souligne le fait parfois d'avoir eu des demandes de formation au-delà de ce qu'ils pouvaient digérer et même au-delà de ce dont ils avaient besoin. Parfois, elle disait « on a besoin de travailler, pas seulement de remplir vos ateliers ». Et ça, donc, elle soulignait à quel point ce forcing international lui a posé question et elle a eu le sentiment qu'on essayait de lui mettre une camisole. Ce qui a accompagné aussi cette réflexion pour elle, c'est l'européocentrisme du coup de l'intervention internationale, avec cette attitude un peu toujours en filigrane où eux, ils nous apportent toujours, mais nous, on leur apporte rien. C'est effectivement, elle dit la première fois qu'ils font de la justice transitionnelle en Tunisie, mais ils la font en Tunisie avec des victimes tunisiennes et sur un régime qui ne ressemble pas nécessairement aux autres et que eux connaissent de l'intérieur et que eux en connaissent les gammes. Par exemple, elle raconte il y a une gamme que vous n'avez pas. C'est la privation des ressources. Voici l'histoire. En Tunisie, sous la répression du régime de Ben Ali, vous allez en prison, vous avez la torture, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, le régime s'applique à vous empêcher de vous reconstruire une fois que vous êtes sorti de prison. Elle raconte l'histoire d'un juge qui a été arrêté, torturé, et puis il est libéré, et quand, bien sûr, il ne peut pas retourner dans la magistrature, donc il se met à enseigner, pression est mise sur l'établissement qu'il emploie, et du coup, il est licencié. Ensuite, du coup, il ne reste plus qu'à faire le marché, il se met à vendre des choses au marché, des agents viennent renverser ses étals. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, l'idée, c'est que vous ne devez plus avoir de revenus. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on détruit votre autorité à l'intérieur de votre sphère familiale. L'autorité parentale est détruite. Et que tout ça, dans ce qu'elle a rassemblé comme preuve, elle a observé que c'était un système étudié, rodé, appliqué de manière systématique. Et donc, ils en sont arrivés à la définition de cette privation des ressources comme un des crimes spécifiques à ce qui s'était passé en Tunisie. Or, qu'est-ce qu'on lui dit au niveau des experts internationaux ? Mais non, ça ne rentre pas dans les catégories. On n'a pas. Donc, dites persécution, si vous voulez. Et donc ça l'irrite énormément, parce que pour elle, c'est une réalité. Pour les Tunisiens, c'est une réalité. Et c'est un crime que eux connaissent, ressentent et peuvent parfaitement définir. Finalement, c'est quand même eux qui ont décidé et ils ont établi le crime de privation des ressources. Donc voilà, je crois qu'elle avait un fort message à faire passer sur ce plan. Cette pression vient surtout des ONG et de l'ONU aussi. Je lui ai demandé si les associations de juristes, puisqu'on est quand même devant le barreau, avaient elles-mêmes participé à ce type de pression. Elle m'a dit non, parce qu'en fait, ils ne sont pas impliqués. Donc vous êtes sauf. Mais bon, elle insiste donc pour que les gens de l'extérieur doivent apprendre du terrain, que l'universalité existe, mais la singularité aussi, et que la vie est une conjugaison des deux. Voici donc en résumé ce que Mme Bensedrim voulait partager avec vous. Malheureusement, sa voix aurait été plus... Je vais donner la parole maintenant à Roland Adjovi, qui est professeur au département d'histoire, je le traduis, de sciences politiques de l'Université Arcadia aux États-Unis. Mais auparavant, Roland a travaillé pendant peut-être une dizaine d'années dans les tribunaux internationaux, tribunal pour le Rwanda auprès des juges, Cour pénale internationale auprès des victimes. Et donc ça lui donne un peu une double
une double lunette, une double lorgnette qui est à la fois celle du juriste qu'il est et du politologue qu'il est également. Roland est originaire du Bénin, mais j'avoue que je ne saurais pas le situer parce qu'il me semble parfois tout aussi français ou maintenant tout aussi américain. Et c'est un honneur franchement de vous avoir ici à Lausanne. Plusieurs pays ont à la fois expérimenté des mécanismes de justice transitionnelle au niveau national et interagi avec un tribunal international. Le Rwanda fut un exemple fameux avec le tribunal international basé à Arusha et d'extraordinaires processus pénaux en cours au Rwanda. Plus récemment, c'est-à-dire en fait actuellement, on a 2 pays sur lesquels vous vous êtes penchés, où on observe à la fois des mécanismes nationaux, procès, commission vérité, programme de réparation, et l'intervention de la justice pénale internationale avec la CPI. Et il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Centrafrique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette articulation entre justice nationale et justice internationale? Merci Thierry pour cette introduction qui me fait croire qu'on parle de quelqu'un d'autre. Les 2 pays qu'on a présentent une particularité, c'est que, à mon avis, il y a une crise de succession. Dans un cas, la Centrafrique, je dirais que la crise de succession commence avec la décolonisation. Depuis la décolonisation, la Centrafrique est dans une crise qui se perpétue, qui se complique avec les années, avec des éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure, les ressources, les groupes armés et tout. En Côte d'Ivoire, la décolonisation s'est faite sans trop de mal. On peut contester le pouvoir qui a pris place, mais c'est une crise de succession à partir du moment où ce président historique est mort. Et malheureusement, une partie des responsabilités peut lui être attachée parce qu'il a géré le pays d'une certaine façon qui a conduit à ce qu'on a aujourd'hui. Et notamment, le mouvement estudiantin a bénéficié, a été très politisé par le régime de Houphouët. Donc, vous avez 2 crises de succession dans 2 pays d'Afrique francophone, donc système judiciaire similaire, pas tout à fait identique. Et vous avez une articulation entre la justice nationale, la justice transitionnelle nationale et des mécanismes internationaux à des niveaux différents. Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, on a une articulation beaucoup plus avancée. En Centrafrique, on a une articulation qui est encore à l'étape éphémère, mais avec une innovation, c'est qu'on a une cour spéciale qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et ce que je veux faire donc, c'est regarder la Côte d'Ivoire. Évidemment, en quelques minutes, on ne va pas arriver à tout dire, mais vous donner des éléments de lecture qui vont vous permettre de comprendre les conclusions auxquelles je vais aboutir. Donc, si vous prenez la Côte d'Ivoire, vous avez une complexité des procédures. Donc, vous avez d'abord un processus de paix qui a duré 10-12 ans et qui s'est conclu avec une élection en décembre 2010, élection dont les résultats ont été contestés, qui ont conduit à un conflit armé beaucoup plus avancé et l'implication des Nations Unies qui ont déclaré le vainqueur contre le Conseil constitutionnel local, qui ont utilisé la force pour déloger Gbagbo et mettre Ouattara en place. Donc vous avez ce processus de paix qui, à mon avis, fait partie de la justice transitionnelle parce que les accords de paix vont avoir des éléments qui vont définir ou encadrer la justice transitionnelle. Vous avez ensuite une commission Vérité et Réconciliation créée sur le plan national. La spécificité qu'on a ici de cette commission, c'est que le président l'a créée unilatéralement, sans consultation, et la commission doit lui rendre compte. Donc le risque de politisation de cette commission est extrême.
je ne dirais pas que ça a affecté leur travail en tant que tel, ça a affecté leur légitimité à coup sûr. Quand on regarde le rapport de la commission elle-même, on se rend compte qu'elle a réduit ses ambitions pour dire « voici comment j'ai été créé, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, je ferai de mon mieux pour entendre les parties ». Et ce que la commission a fait que j'estime valable, c'est qu'on a une histoire de la crise en Côte d'Ivoire qui est plus ou moins valable. Je le dis, l'histoire que la commission écrit va occulter la partie de Houphouët-Boigny, la responsabilité de Houphouët-Boigny, parce que malheureusement, pour la classe politique ivoirienne, Houphouët-Boigny reste le père de la nation. Je ne suis pas ivoirien. Et je vous dis, si vous me parlez du Bénin, je vous dirai, il n'y a pas de père du Bénin. Ils sont tous des criminels, et si je peux les mettre en prison, je les mettrai en prison. Tous ont des responsabilités, et je ne sens aucune loyauté vis-à-vis de l'un ou de l'autre. En Côte d'Ivoire, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, la commission va écrire l'histoire de la crise. Cette histoire est valable, intéressante, mais une partie des responsabilités va être occultée. Elle ne va pas faire ce qu'on a avec d'autres commissions, indexer les individus qui ont des responsabilités. Elle va éviter totalement de dire X ou Y, Z sont les responsables de la crise et devraient être poursuivis ou pas. Elle a une vision centrée sur qu'est-ce qui va permettre aux Ivoiriens de revivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour les victimes. Donc elle fait un certain nombre de propositions en termes de réparation. Elle a conclu son travail au bout de 3 ans. On ne sait pas ce qui va advenir du rapport puisque le processus de réparation est en jachère et rien n'a évolué. Mais en parallèle de cette commission Vérité et Réconciliation, vous avez la justice nationale qui s'est mise au pas et a essayé de juger les affaires. Il y a peu d'informations sur les jugements. Le plus important dont j'ai pu prendre connaissance, c'est la femme de Gbagbo, Simone Gbagbo. Souvent, on lie la femme à l'homme, mais ici, je vous dis, il faut les séparer. Simone Gbagbo est une personnalité politique majeure de la Côte d'Ivoire, avec ou sans son mari. Il se trouve que les deux sont ensemble et ils forment une paire, mais elle a un poids en elle-même. Elle était députée, elle est leader du parti et elle avait une action propre à elle. La procédure qu'on a en interne va occulter les crimes liés au conflit directement. Et on ne retiendra que des crimes économiques. Elle a été acquittée pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Elle devait être rejugée. L'amnistie va y mettre fin. Mais la seule condamnation qu'elle a, c'est des crimes économiques. Autrement dit, cette justice nationale n'a pas donné le résultat que le peuple ou le commun des mortels dans le pays pense être la vérité, que Simone Gbagbo a les mains salies par le sang de victimes. Cette justice n'a pas donné cette conclusion-là. Est-ce qu'elle a mal fait son travail? Je ne jugerai pas cette justice nationale parce que je n'ai pas les éléments. Mais la perception populaire, c'est qu'elle a été impliquée, notamment dans les crimes, dans les jeunes qui ont mené les escadrons de la mort. Simone Gbagbo va utiliser la cour de la CEDEAO pour faire contester le respect de ses droits dans la procédure sur le plan national. Et elle va gagner. Donc, vous avez la justice nationale, mais vous avez la justice sous-régionale qui va jouer un rôle. Et la justice sous-régionale va dire à l'État ivoirien, malgré les crimes dont vous l'accusez, vous devez respecter les droits de l'accusé, et c'est important. Vous avez d'autres procédures qui ne sont pas sur le plan national et qui ne sont pas sur le plan de la Cour pénale internationale. C'est la Commission africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme. Les procédures en matière de droits de l'homme présentent une particularité. Ce sont des procédures tournées vers la victime.
On ne recherche pas le coupable d'un crime pour le mettre en prison comme au pénal. On recherche à établir la violation des droits d'individus, fait cette constatation pour ensuite enclencher un processus de réparation. Et l'un des éléments centraux de la crise en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'ivoirité. Dans la transition, Bédié a voulu garder le pouvoir, a utilisé le principe de l'ivoirité pour écarter Ouattara. Ouattara et Gbagbo étaient associés en ce moment. Après, ils se sont séparés. Gbagbo est venu au pouvoir, a utilisé l'ivoirité pour écarter Ouattara, et ça a continué. Et je vous dis, sous Ouattara, on a changé la constitution, on n'a pas enlevé l'ivoirité. Et pourtant, la Commission africaine, dans plusieurs procédures, a condamné la Côte d'Ivoire et a dit « ce principe d'ivoirité que vous introduisez affecte les droits de certains Ivoiriens et vous devez corriger, réviser la Constitution ». À la Cour africaine, la procédure qui a été engagée a été rejetée parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore autorisé les requêtes des ONG ou des individus. Mais si c'était après 2013, la Cour aurait pu statuer sur les questions qui ont été soulevées. Ça, vous avez le plan national, vous avez le plan régional, et sur le plan international, qu'est-ce qu'on a? On a deux accusés, Gbagbo et Blé Goudé. Et quand vous regardez les conflits, je suis désolé, il n'y a pas une partie qui soit criminelle. Toutes les parties au conflit commettent des crimes. Pourquoi est-ce qu'à la CPI, on n'en a que deux qui font partie du même camp? Et on n'en a pas du côté de Ouattara, alors qu'on sait que le côté de Ouattara a commis aussi des crimes, notamment à Djoukoué. Mais ça, vous avez une procédure sur le plan national. Donc, vous avez une procédure à l'international qui, à mon avis, ne fait pas des enquêtes approfondies pour une sélection indépendante des criminels ou des présumés criminels à poursuivre. Vous avez une procédure internationale qui donne l'impression de faire le jeu du pouvoir en place dans le pays en crise. Au final, vous avez le plan national où le pouvoir en place garde une main la mainmise. Vous avez une procédure internationale qui n'est pas tout à fait indépendante, qui fait le jeu du pouvoir en place. Résultat, vous n'avez pas une histoire qui convient à l'ensemble de la population. Il y a une partie de la population qui continuera à croire qu'elle est laissée pour compte dans la procédure qui est en cours. Et la seule histoire qui, vous l'aurez compris, me paraît valable, c'est le résultat de la commission Vérité et Réconciliation, même si ce n'est pas une procédure pénale en tant que telle. On reviendra probablement à la question de l'amnistie, parce que là, on verra bien que l'amnistie, il y a un débat qui n'est pas celui de la légalité de l'amnistie. Le droit international des droits de l'homme dit qu'il ne doit pas y avoir amnistie, mais je suis d'un avis un peu plus modéré parce que l'amnistie joue un rôle et il y a des mesures similaires à l'amnistie, très proches de l'amnistie, qu'on ne conteste pas et qui jouent aussi un rôle. La grâce présidentielle, le pardon. Même si on fait la procédure, si le président décide de pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Et en réalité, quand on retourne à l'origine pour voir les droits qui sont impliqués, je pourrais expliquer pourquoi je suis un peu d'un avis un peu modéré sur l'amnistie comme un acte illégal. Donc, voilà pour la Côte d'Ivoire. La Centrafrique, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a aussi une crise de succession depuis l'indépendance. Et vous avez un pays où l'État a disparu. Je suis désolé de le dire, la Côte d'Ivoire, l'État s'est reconstruit, l'État a retrouvé son autorité sur la quasi-totalité du territoire ou l'essentiel du territoire. En République centrafricaine, non.
l'État n'existe qu'à Bangui. Autour de Bangui, vous n'allez pas au PK5, et vous avez 80%, comme il a été dit tout à l'heure, qui échappent au contrôle de l'État. Dans ces conditions, la justice nationale ne peut pas fonctionner parce que la justice nationale fonctionne sur la base du monopole de la violence légitime. Or, l'État n'a pas ce monopole de la violence légitime sur son territoire, sauf à considérer que chaque autorité locale peut mener sa justice. Mais là, vous confiez la justice à des pouvoirs militaires, à des autorités militaires, à des chefs de guerre. Et ce qu'on a en Centrafrique, c'est que la CPI, la justice internationale, devient la voie royale parce que l'État est en déliquescence. Qu'est-ce que la CPI a fait? Depuis 2002, que la CPI est compétente pour la Centrafrique, on a un accusé. Aujourd'hui, on en a deux. Ce premier accusé, Jean-Pierre Bemba, de notoriété publique, tout le monde le considérait coupable, il a été acquitté. Ainsi va la justice. Ce que vous pensez en tant qu'individu ordinaire n'est pas le résultat de la procédure pénale. Il est acquitté, les bases, on peut en discuter, et on n'a personne. Est-ce que la Cour veut nous faire croire qu'en 15 ans, elle n'a pas pu trouver de coupable? Elle n'a pas pu trouver de personne à retenir et dont elle peut prouver la culpabilité. Depuis 2013-2014, avec la nouvelle dimension du conflit, où on a une dimension un peu confessionnelle, avec la Séléka, qui est censée être musulmane, et les anti-Balaka, censés être chrétiennes ou animistes, mais il n'y a pas que les deux groupes. On a une nouvelle dynamique où le pays est retourné à la CPI pour dire « aidez-nous encore ». Donc la CPI ouvre une nouvelle situation et on a maintenant un accusé qui a été arrêté il y a une semaine ou deux, qui se trouve être un chef de guerre et qui, dans le processus de paix, s'était normalisé puisqu'il est devenu député. Okay? Donc, vous avez la CPI qui arrête une personne et personne d'autre. On ne sait pas s'il y a des actes d'accusation confidentiels. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on a? Des ONG ont enquêté sur le terrain, ont interrogé des tas de victimes et ont rendu des rapports détaillés. Comment des ONG ont pu faire ce travail-là et la CPI n'a pas réussi à faire ses enquêtes et à produire? La CPI va-t-elle sur le terrain? Va-t-elle enquêter comme on imagine tous professionnels du droit? L'enquête doit se faire, ou elle attend dans son bureau et ramasse ce qui est disponible pour essayer de déterminer sur cette base? Parce que les ONG ont identifié les personnes responsables, le pays même a identifié par des voies, le Conseil de sécurité, avec l'opération de maintien de la paix sur le terrain, a aussi identifié des personnes, et d'ailleurs le Conseil de sécurité a une liste de personnes qui sont sanctionnées. Dans tout ça, la CPI ne trouve pas qui est responsable des crimes commis en Centrafrique pour les poursuivre. Et donc, j'ai un doute sur la qualité de la procédure-là et de la confiance que le pays a accordée à la CPI. Sur le plan national, les choses se remettent petit à petit en place, mais avec la création d'un mécanisme nouveau qui est la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride qui, techniquement, légalement, est une juridiction centrafricaine, c'est créé par une loi centrafricaine et ça s'intègre au mécanisme, à l'ordre judiciaire centrafricain, mais la composition introduit des éléments d'extradéité, des juges internationaux, un procureur international, du personnel international. Et on intègre le droit international aussi. La difficulté, c'est si l'État ne contrôle pas le territoire, ne contrôle que 20%, sinon moins de 20% de son territoire, qu'est-ce qu'un organe judiciaire national pourra faire?
le juge national ne va pas très loin. En juillet, je crois, 2018, à Bangui, la Cour d'appel a enfin annoncé son rôle avec des affaires qui concernent les crimes commis durant le conflit. On ne sait pas où ça va aller et la plupart des personnes mises en cause qui sont arrêtées ont cessé d'être des personnes clés des groupes armés que ces personnes-là dirigeaient par le passé. Donc, on met en cause les anciens responsables qui ont perdu leur pouvoir parce que les groupes armés sont très fluctuants et l'autorité peut changer de camp très vite. Si l'État ne contrôle pas le territoire, les juridictions nationales ordinaires ne peuvent pas faire le travail, que pourra faire une juridiction nationale, même d'exception? La qualité de la justice pourra s'améliorer parce qu'on a introduit des juges ou des acteurs internationaux qui, on l'espère, connaissent le droit, parce que tous ne connaissent pas le droit, parce que c'est une procédure politique et diplomatique. J'ai travaillé avec des juges, je n'en nommerai aucun, qui ne sont pas les meilleurs juristes qu'on pouvait avoir. Et c'est pourquoi ils ont du personnel pour les accompagner dans le travail. Et même les juges avec qui j'ai travaillé, je ne suis pas fier de toutes les décisions qu'ils ont rendues. Et je peux vous donner des listes de décisions que j'estime en tant que juriste sont de mauvaise qualité. Donc, on espère que la Cour pénale spéciale va apporter un plus, va apporter une meilleure qualité, mais ce n'est pas garanti, mais elle est enfermée dans l'étendue du pouvoir du gouvernement, de l'État sur son territoire. Et qu'est-ce qu'on va espérer? Au final, à mon avis, quand on regarde la justice transitionnelle, on a tendance à mettre l'accent sur la justice, qui n'est pas le seul élément de la justice transitionnelle. Okay? Et cette justice-là, il faut se rendre compte que c'est une justice humaine et naturellement imparfaite, qui ne donnera pas la vérité que chacun des individus a vécue durant la crise. Vous prenez la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont encore divisés aujourd'hui. Ils ne seront peut-être pas divisés dans 50 ans, dans 100 ans, mais ils restent encore divisés aujourd'hui. Okay? Vous prenez la Centrafrique, la même chose. Et vous prenez mon pays, on a fait l'esclavage, on a vendu des Africains, on a fait des guerres pour les vendre. On reste divisé sur ça plus de 100, 200 ans aujourd'hui. Quand j'ai voulu épouser ma femme, il y a un ami ici qui le sait, elle est d'une tribu que ma famille a mis en esclavage. Et on m'a dit, ça ne marche pas. Tu ne vas pas là. Il y en a beaucoup qui sont belles, mais celle-là, non. OK? Quand est-ce qu'on va résoudre le problème? La justice transitionnelle ne va pas la résoudre, ou elle ne va pas la résoudre aujourd'hui. Il y a deux dimensions du problème. Il y a une dimension collective, l'histoire collective qu'on va transmettre, qu'on va colporter. En Côte d'Ivoire, la Commission Vérité et Réconciliation a apporté un élément que j'estime positif malgré les faiblesses de la Commission. En Centrafrique, on n'est pas encore là. Mais il y a une histoire individuelle sur laquelle aucun de nous n'a de contrôle. Et les mécanismes qu'on met en place vont résoudre ça pour certains individus, mais pas pour tous. Certains vont avoir le courage de parler et vont se sentir mieux. D'autres ne parleront jamais. Certains ne parleront pas et se sentiront mieux. Certains ne parleront pas et se sentiront mal. Donc c'est une justice complexe et le résultat, il ne faut pas espérer que ça change nos vies dès demain. Il en faudra des générations. Merci. Un grand merci, Roland. Pierre, comme tu as déjà parlé un peu plus tôt, est-ce que je peux te demander d'être un peu plus court parce que ça nous laissera un peu de temps pour de l'interaction avec le public. Bon, Pierre Azan, du coup, je le présente. Vous étiez tous là un peu avant, donc on peut peut-être passer sur... enfin bon, grand journaliste, devenu grand expert de justice transitionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme il y a fait allusion dans sa présentation plus tôt, au cours de ces dernières années, a beaucoup travaillé sur la médiation et sur ces négociations souvent confidentielles, souvent secrètes, pour obtenir la fin de la violence.
avec des accords de paix. Et donc là, on touche un peu à l'une des articulations les plus sensibles en justice transitionnelle, qui est celle entre la fameuse articulation entre justice et paix. Et donc c'est un peu là-dessus peut-être qu'on aimerait avoir quelques-unes de tes réflexions, puisque c'est là aussi où se joue quelque chose que Roland a fait allusion, c'est peut-être l'élément de justice transitionnelle le plus difficile, le plus incompris et le plus explosif. Certains disent qu'il est radioactif, c'est l'amnistie, que personne n'ose toucher, et pourtant a été utilisé dans toutes les sociétés de tous les temps. Donc, Pierre, quelques réflexions sur cette articulation justice et paix. Merci Thierry. Et d'abord, je voudrais dire que je souscris à tout ce qui a été dit par Roland. J'aimerais commencer peut-être par une brève histoire. La logique la plus simple voudrait qu'il y ait le temps de la guerre, et après le temps de la guerre, il y a le temps de la paix, et après le temps de la paix, il y a parfois le temps de la justice. Ça me paraît assez évident, non ? Eh bien, il y a des évidences qui sont apparemment trompeuses dans le monde dans lequel on vit, puisqu'il y a la justice dans le temps même de la guerre. Et ça, c'est un phénomène très nouveau. En fait, ça m'a beaucoup interloqué. Et comme j'avais couvert, comme à l'époque, comme journaliste, la guerre de l'ex-Yougoslavie, je me suis dit, mais comment ça a commencé cette histoire-là de la justice dans le temps même de la guerre ? Alors, je me suis aperçu, évidemment, je me suis souvenu que Roland Dumas, l'ex-ministre français des Affaires étrangères, avait été au Conseil de sécurité de New York et avait fait voter la résolution 808 et 827 qui instaurait un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais dans le temps même de la guerre. Alors, naïvement, j'ai été trouver M. Roland Dumas. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous avez fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez fait une révolution dans les relations internationales. Vous avez mis le monde à l'envers, en quelque sorte, puisque vous avez créé le premier tribunal international. Il est intervenu alors que le conflit faisait rage. Et puis après vous, il y a eu le TPIR, il y a la Cour pénale internationale. Donc vous êtes en quelque sorte l'homme qui a révolutionné et le droit et la relation internationale. Et il m'a regardé comme si j'étais un peu fou, quoi. Et il m'a dit, moi j'avais un problème très très simple. Mitterrand, le président, et moi, on était accusés d'être complices des crimes bosno-serbes. Et quand Badinter est venu me voir avec son idée un peu fumeuse, un peu moraliste de tribunal, je me suis dit, c'est formidable, je vais l'utiliser comme un rempart, comme ça on ne pourra plus m'accuser. Donc le premier tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est né par une volonté d'un cynisme absolument abyssal, avec l'idée peut-être qu'il y aurait une épée de Damoclès qui freinerait ensuite les protagonistes. Mais j'ai continué la conversation avec Roland Dumas, mais je lui ai dit, mais d'abord je lui ai fait répéter pour être sûr d'avoir bien compris que je n'avais pas un problème auditif. Et puis je lui ai dit, mais c'est pour ça que la France n'a jamais coopéré pendant des années avec le tribunal pénal international. Il me dit, évidemment, ça ne devait pas vraiment marcher, c'était juste pour me protéger, pour protéger Mitterrand, et puis si ça pouvait faire un peu peur aux belligérants, ben, très bien. Et c'est donc, si vous voulez, l'irruption de la justice dans le temps même de la guerre est née sous des auspices quand même très politiques et très effrayants. Ce qui est très frappant en même temps, c'est que je crois que Dumas avait senti quelque chose dans l'air du temps, c'est-à-dire la transformation du vocabulaire politique qui prenait tout à coup une connotation morale. Et on voit à travers, par exemple, la terminologie de commission vérité et réconciliation, vous voyez tout ce mot de pardon, de réconciliation, presque d'inspiration religieuse, qui a aujourd'hui imprégné le vocabulaire politique proprement dit. Après, effectivement, Dumas, lui, le temps a passé, mais la justice dans le temps même de la guerre, c'est notre réalité. Et Roland le disait à l'instant, en même temps, 80% du territoire de la Centrafrique échappe au contrôle du pouvoir présidentiel, et je dirais même 95% pour être un peu plus proche de la vérité, et puisqu'il y a peut-être 15% qui est grâce aux forces des Nations Unies, mais alors on se demande, mais comment c'est possible ? Et donc, il y a aujourd'hui un discours
très fort qui est tenu par des organisations de défense des droits de l'homme auxquelles j'ai beaucoup d'amis et je suis en désaccord avec eux. Parce qu'eux disent c'est une norme de jus cogens, c'est-à-dire c'est du droit impératif de poursuivre les auteurs de crimes de guerre. Moi je dis c'est merveilleux, ok faites-le alors. Il dit ouais mais c'est compliqué tout ça. En fait il y a une sorte de chiasme, de trou fondamental entre un discours juridique qui pose des exigences extraordinairement élevées en termes de répression du crime de guerre, du crime contre l'humanité. Sur le fond, moi je souscris entièrement, et en même temps une réalité politique où les pays sont encore en guerre et c'est impossible de mettre en pratique. Or, ça a un effet très concret, c'est-à-dire que le discours, les messages qui sont envoyés à la population sont aussi reçus par la population. Et les populations, du coup, se polarisent, et les groupes armés se polarisent, ce qui complique encore plus le processus de négociation. Et ça, c'est un phénomène véritablement problématique, parce que les gens vont dire « mais pourquoi devrais-je négocier si vous voulez me mettre en prison ?» Donc, on voit en même temps des situations où ce discours extraordinairement raide sur la justice et qui n'est pas mis en pratique complique les choses. Alors si on prend un certain nombre de situations, par exemple, prenons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a eu un deal, paix contre, vérité contre amnistie, et avec l'idée que les gens qui ne témoigneraient pas seraient poursuivis pénalement. Combien de poursuites jusqu'à ce jour, 20 ans après la commission vérité? Eh bien, 0. C'est ça la réalité. Au Sierra Leone, il y a eu 200 000 morts pendant la guerre civile. Il y a eu un tribunal spécial qui a été créé. Combien d'inculpations? 13. Voilà, 13. On est très très loin du discours qui est martelé par Human Rights Watch, auquel, encore une fois, j'ai collaboré et je compte énormément d'amis là-bas, mais il me semble qu'il faut tenir des discours beaucoup plus proches de ce qui est réaliste, au risque d'être à côté de la plaque et d'envoyer des messages qui sont faux. Ensuite, et de faire aussi espérer à des populations une justice qui ne viendra pas. Demain, en Syrie, au Yémen, en Libye, combien de gens vont être inculpés? Moi, je vous mets le pari qu'il n'y en aura pas des milliers. Et je vous dis qu'il y a des milliers de gens qui ont commis des crimes de guerre. Donc on se trouve face à quelque chose de véritablement abyssal, de véritablement complexe du point de vue politique et juridique. Mais en même temps, il faut avoir le courage de les affronter. Malheureusement, à mon sens, et je termine là-dessus, ce courage, je crois que les Nations Unies ont envoyé le balancier peut-être sous l'impulsion et avec de bonnes intentions, parce qu'encore une fois, la lutte contre l'impunité, je suis entièrement pour, mais le balancier a été trop loin en face des conditions politiques d'exécution de cette justice que j'appelle par ailleurs de mes voeux. Merci. Un grand merci. J'ouvre immédiatement parce que je ne veux pas perdre de temps et il y a tellement de sujets qui ont été soulevés là à l'instant que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je ne sais pas comment marchent les micros. Il y a quelqu'un ou je donne le mien? Je bouge? Merci Thierry. Xavier Jean Keita, je suis votre confrère et conseil principal à la Cour pénale internationale pour le Bureau de la Défense. Et Roland a été mon contradicteur quelques années. Je remercie les panélistes pour le sujet qu'ils ont abordé, qui est d'une certaine actualité, avec souvent des stéréotypes grossiers, pour ne pas dire grotesques, aussi bien sur la Cour pénale internationale que sur son caractère politisé. Mes propos vont s'adresser particulièrement au professeur Adjovi, Roland. J'aimerais que tu changes un peu ton vocabulaire professoral et qu'il colle un peu avec celui des avocats et de notre profession. La notion de présumé coupable n'existe pas. Donc j'aimerais au moins que pour tes étudiants à Philadelphie, que cela changeât. Ensuite,
Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'amnistie, la grâce. Tu as parlé tout à l'heure de Simone Gbagbo. J'étais il y a 3 semaines en Côte d'Ivoire et on m'a interpellé sur l'amnistie présidentielle de Ouattara par rapport à Simone Gbagbo. Et j'ai répondu que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Pour autant, la Cour pénale aussi a son indépendance et que Ouattara, même s'il a coopéré pour que le président Gbagbo et Blé Goudé soient à La Haye, parce que la Cour pénale n'a pas d'armée, elle n'a pas de police, elle n'a pas de gendarmerie. La Côte d'Ivoire a bien facilité les choses, même si c'est passé pour Blé Goudé par le Ghana. Mais elle n'a pas facilité les choses pour Madame Gbagbo en prétendant que c'est une maman et que ce ne serait pas populaire pour sa côte. C'est son problème. Toujours est-il qu'il a usé des voies de recours qui permettent à un État de contester l'admissibilité d'une affaire auprès de la Cour pénale internationale. Challenge of admissibility. Il y a eu une première décision qui a rejeté le recours. Il y a eu appel et la Côte d'Ivoire a perdu. Donc ma réponse à ces journalistes, c'était la Côte d'Ivoire doit livrer Madame Simone Gbagbo à la Cour pénale. Donc il est vrai que récemment, la Cour pénale s'est renseignée sur l'état des procédures concernant Madame Gbagbo, mais si la Chambre d'appel a confirmé la décision de première instance, c'est que les faits pour lesquels Madame Gbagbo a été poursuivie à la hâte localement, histoire de l'empêcher d'être transférée et pas extradée, c'est que c'était de la politique intérieure. Et ça ne regarde pas la Cour pénale internationale. Je suis, moi, favorable à tout ce qui est justice transitionnelle, à condition que ce soit solide, qu'il y ait la justice qui passe, mais que des gens, en tout cas, puissent se reparler. J'étais même en faveur de la gachacha quand des collègues à moi me disaient « mais elle était complètement fou », parce que les gens continuent à vivre ensemble et tout ce qui est vérité, réconciliation, c'est très bon. Mais je rappelle à ceux qui ne savent pas, la Cour pénale n'a pas vocation à juger toute la misère du monde. C'est une cour qui a été bâtie et qui est complémentaire, et ça c'est le préambule, complémentaire des États. Ça veut dire que la Cour pénale n'est compétente que si un État ne peut, ou ne veut, ou fait semblant. Par conséquent, quand la Cour pénale qu'on critique est occupée avec nos affaires africaines, c'est d'abord les chefs d'État africains, les nôtres, qui nous ont balancé des situations. Ils ne peuvent pas blâmer la Cour pénale pour dire que c'est une cour coloniale. Donc je profite pour rectifier cet aspect-là, parce qu'il est patent, y compris parmi les confrères, et c'est inadmissible. Actuellement, on peut reprocher à la CPI qu'une seule situation africaine, c'est une initiative du procureur, et c'est venu dans l'affaire Kenya. Pour le reste, puisqu'il y a complémentarité, si la Cour est occupée, ça veut dire que nous, États africains, nous avons failli. Et nous ne pouvons pas blâmer une instance internationale dans laquelle les États africains sont majoritaires. 123 États et 33 États africains. Dès l'instant où on a la complémentarité, je termine sur un point. Dès l'instant où on a la complémentarité, moi, ce qui m'interroge, il y a 10 jours, et ça ne t'a pas échappé, je suis intervenu pour ce parlementaire-là, pour l'assister. Je l'ai assisté, je n'ai soulevé que des, pas des nullités, mais en tout cas des irrégularités patentes, pour laisser la place à mon successeur dans la procédure. Ce que je ne comprends pas, c'est que, et on n'en parle pas, ni à la CPI, ni les confrères, cette CPS qui a été mise en place, c'est la vraie complémentarité. C'est celle qui correspond à la création même de la Cour pénale internationale. Et la CPI l'a aidé.
il y a une cour pénale spéciale et elle a laissé partir M. Yekatom à la CPI. Et la CPI, c'est pour les crimes les plus graves. C'est pas parce que je l'ai assisté, mais c'est pas du plus haut niveau. Donc ça nous arrangeait peut-être à la CPI d'être occupé avec ce gars-là, je suis désolé. Et comment les autorités centrafricaines peuvent accepter de laisser partir quelqu'un que la justice transitionnelle peut gérer ou que ce tribunal qui a été mis en place, inauguré il y a 1 mois, et qui finalement ne sert à rien. Alors à quoi vous servez avec toutes vos justices transitionnelles et locales quand vous ne criez pas au scandale quand quelqu'un vient à la cour pénale? Merci beaucoup, Maître Keïta. Merci. Je suis Maître Yossa Christine, avocat au barreau du Cameroun. J'ai une préoccupation. Je pense que ma question sera adressée aux 2 professeurs. Et je pense aussi plus au professeur Roland Adjovi, parce qu'il me semble qu'il connaît très bien l'Afrique. En fait, je voudrais savoir quelle est la perception internationale par rapport au cas du Cameroun concernant les élections post-électorales. Suite à ces élections, les opposants avaient dirigé leur plainte près de la Cour constitutionnelle du Cameroun. Et lesquels opposants avaient demandé d'entrée de jeu la récusation des juges, au motif juste que ces juges étaient tous du RDPC, c'est-à-dire du parti au pouvoir, et dont un des candidats était également du RDPC, avant de s'entendre déclarer irrecevable. Donc, il faut dire que le verdict, après cette audience, a suscité pas mal de problèmes dans la zone anglophone du pays. Et nous avons déploré des crimes au rang desquels l'assassinat d'un pasteur américain. Donc, je vous en prie, ma question simplement, c'est de connaître la perception internationale par rapport à tout cela. Merci. Oui, je suis Adjeluc, du barreau de Côte d'Ivoire. Je ne veux pas revenir sur les faits parce que je crois que la justice traditionnelle, elle est beaucoup plus penchée sur les recherches de solutions pour l'avenir. Donc je ne vais pas revenir sur le passé tel qu'a été rapporté par le professeur Roland, quoique je ne sois pas du tout d'accord avec lui sur beaucoup de faits. Mais je reviens tout simplement sur le cas de Mme Gbagbo pour apporter un éclairage. Mme Gbagbo a été poursuivie pour des faits qualifiés de crimes contre l'humanité devant la cour d'assises d'Abidjan. Elle a été relaxée, acquittée. Pardon. Le parquet s'est pourvu en cassation et s'est dépêché pour que l'affaire vienne devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a cassé l'arrêt de la cour d'assises et renvoyé la procédure devant une autre cour d'assises pour être autrement composée pour être jugée de nouveau. Et c'est à ce niveau que la décision d'amnistie est intervenue, pas la loi. L'ordonnance d'amnistie est intervenue. Alors, véritablement, professeur. S'il vous plaît, il faut aller vite. Oui, d'accord. Professeur, lorsque une personne est acquittée, que vous faites casser l'arrêt, que vous renvoyez devant une cour d'assises et que vous amnistiez, est-ce que ce n'est pas un aveu de refus de vouloir la juger? Est-ce que ce n'est pas un aveu du refus de vouloir la juger? Puisque vous aurez pu ne pas vous pourvoir en cassation contre la décision d'acquittement. Voilà.
Merci beaucoup. Comme il reste 5 minutes, je vais quand même donner l'occasion à Roland notamment de répondre. Mais ça fait une question à laquelle on ne répondra pas. Mais je réponds pendant que vous êtes en train de sortir. L'amnistie est survenue comme une décision politique pour servir des intérêts de Ouattara. Je ne veux pas faire de jugement d'intention. La décision d'acquittement n'était pas définitive, puisqu'elle devait être rejugée. Donc on ne peut pas dire qu'elle a été acquittée complètement. Mais ça montre que le pouvoir n'est pas sérieux dans sa volonté de lutter contre l'impunité. Sur le Cameroun, je ne suis pas détenteur de l'opinion internationale sur ce qu'on perçoit. J'ai suivi la crise au Cameroun. Les juges, selon les standards que je connais, ces juges-là, ils devraient se récuser, mais ce n'est pas à moi de prendre la décision. Et voilà ce que je pourrais dire. Les crimes qui sont commis au Cameroun, qu'il s'agisse de la crise dans la partie anglophone ou de la crise post-électorale, vont être jugés dans les procédures habituelles avec l'imperfection qu'on connaît. Pour la CPI, d'abord, il faut dire que l'amnistie est une mesure de droit national qui ne s'applique pas devant le juge international. Le juge international avisera si votre amnistie a un impact ou pas, mais l'amnistie, c'est du droit national. Et là, elle a des conséquences vis-à-vis du juge national, pas des conséquences vis-à-vis du juge international. C'est important. Autrement dit, comme Xavier il le disait, l'amnistie n'empêche pas que la procédure contre Gbagbo à la CPI se poursuive. Mais la question qui est la plus intéressante, c'est la Centrafrique. Pourquoi lui, on l'envoie à la CPI alors que le juge national est compétent, le juge national d'exception est compétent? Ce que mon ami ne vous a pas dit, c'est que les Centrafricains, depuis les décisions sur Ange Félix Patassé, les juges centrafricains ont dit, dès lors que quelqu'un est accusé d'un crime qui relève de la compétence de la CPI, nous, on se dessaisit. Ce qui est totalement erroné au regard de la complémentarité. Et mieux, la loi organique de juin 2015 qui crée la Cour pénale spéciale dit que la Cour pénale spéciale n'aura pas compétence si ça relève de la CPI, ce qui est encore tout à fait erroné. Donc, autrement dit, l'affaire qu'on a, vous avez un État qui choisit d'accorder la primauté à la justice internationale, alors que la complémentarité dit que le juge national est d'abord le juge compétent. On ne va à l'international que si le juge national ne veut pas ou ne peut pas. On peut dire la position des Centrafricains, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas juger, donc automatiquement, la CPI devrait être compétente. Mais la CPI est imparfaite. Pas pour les raisons qu'il dit. La politisation, moi, je ne vois pas ça. Toute justice peut être politisée. Mais elle est imparfaite en raison de la qualité des enquêtes et de la sélection des personnes à poursuivre. Et merci. Un grand merci aux panélistes pour ce panel passionnant. Merci Laurence, merci Roland, merci Pierre. Voilà, alors nous sommes au terme de cette journée consacrée à la justice transitionnelle. Vous avez chacun pu participer à un panel. Nous avons là quelques minutes récapitulatives par les deux modérateurs que j'invite à nous rejoindre sur la tribune. 3 minutes seulement de récapitulation. À l'atelier, on a discuté sur quelle réparation pour les crimes de masse. Il y a eu des présentations très, très intéressantes, mais je crois qu'on peut dire quelque chose en général. La première, c'est qu'il faut parler de réparation d'une manière intégrale. Ça veut dire que les intervenants ont souligné qu'une réparation sans l'autre, c'est impossible, parce qu'on parle de crimes de masse.
Une deuxième chose que je viens de noter des intervenantes, c'est de prendre en compte la voix des victimes. Parce que parfois, il y a des mesures qui sont prises, mais que les victimes ne sont pas d'accord, ne se sentent pas représentées. Hein? Et ça, c'est une deuxième chose. La troisième, c'est de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de réparation possible pour les crimes de masse. Donc, il faut mettre l'accent sur la prévention, surtout sur la prévention. Mais que si jamais il y a eu de crimes, il faut aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Et ça, comprendre les mesures de restitution, si possible, dans la majorité des cas, ce n'est pas possible. Des mesures de réhabilitation, il y a eu un intervenant qui a parlé de services médicaux, psychologiques, etc. Quelques mesures de satisfaction et les garanties de non-répétition. Enfin, il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues à cause de temps. Mais je crois que dans les prochains jours, ici, il y aura le temps de continuer. Après, il y a eu des participations qui ont parlé des expériences particulières au Rwanda, la République démocratique du Congo, en Turquie, etc. Mais j'ai choisi les lignes communes de participation. Donc, je reste ici et je donne la parole à l'autre modérateur. Merci. Exercice très délicat parce qu'il y a eu tellement de choses, à mon avis, discutées dans notre panel que je vais en rater beaucoup dans le résumé. Mais on a quand même abordé d'abord la question, avec le cas suisse, de l'application de la compétence universelle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'archipel des possibilités pénales? On a vu quand même qu'à travers le cas suisse, il y avait un problème de surcharge à mes yeux. Au niveau national, très vite, on voit bien que ces unités sont assez surchargées, traitant de beaucoup de pays différents et finalement arrivant à très peu d'affaires concrètes. Mais la conclusion était se diriger vers l'observation d'abord du glissement général de la justice internationale vers la justice nationale observée au cours des dernières années, donc quand même une montée en puissance des juridictions nationales et de l'utilisation de la compétence universelle, et du coup l'établissement d'une sorte de podium des options pénales, avec l'option internationale, l'option nationale et l'option nationale par un pays tiers, la compétence universelle, et où la préférence, en tout cas de l'expérience retirée en Suisse, était que l'option de la justice internationale est une sorte de recours par défaut quand on n'a aucune autre option. L'option du pays tiers, c'est un mal nécessaire. Et l'option finalement qui serait la plus satisfaisante pour des questions de légitimité, pour des questions de proximité, c'est la justice nationale. Ensuite, on a beaucoup voyagé, on est allé faire des cas spécifiques sur la Côte d'Ivoire et le Centrafrique notamment, où là, du coup, on avait des cas de figure où, par exemple, en Côte d'Ivoire, on avait un mélange de commissions vérité, de procès nationaux et d'intervention de la Cour pénale internationale. Donc, un truc assez compliqué, et où, au bout du compte, l'expert nous disait que au niveau, par exemple, du narratif, de la construction d'une histoire de la crise, la commission vérité était beaucoup mieux équipée. Et malgré un cas de figure en Côte d'Ivoire où c'était une commission vérité très politisée, créée de manière unilatérale, elle était parvenue à un récit de la crise qui était sans doute le plus fiable aujourd'hui. Donc là, c'est tout l'intérêt des commissions non judiciaires pour traiter les racines de la crise et arriver à une histoire acceptable par tous, ou en tout cas par beaucoup. On s'est aperçu aussi d'un thème qui est cher
à Fabienne, qui est qu'on s'est aperçu qu'il y a certains cas de procès qui partent sur des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et qui se terminent par une condamnation pour corruption. Et ça, ce n'est pas unique à la Côte d'Ivoire, on a vu ça ailleurs. Donc là, c'est tout le rapport entre corruption et régime répressif et crimes de masse. On a aussi, très intéressant, on a aussi abordé le rôle très rarement évoqué des justices régionales, qui elles aussi interviennent, qui elles aussi ont de l'influence, et on l'a vu dans plusieurs affaires, là c'était le cas ivoirien, mais on l'a vu aussi dans l'affaire Habré. Donc c'est important de se souvenir de cet élément qu'on oublie toujours, les cours régionales, qui sont aussi en train de monter en puissance. Et ça nous a mené un peu à la question la grenade, comme on l'appelle, ou l'élément explosif, radioactif de la justice transitionnelle, l'amnistie, qui fait toujours beaucoup de remous. Et de là, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des dernières années. Donc là, grâce à un expert venu sur les médiations, sur les négociations de paix qui se déroulent en ce moment même, par exemple sur le Centrafrique, et où on est dans une sorte de situation difficile où la position un peu radicale, raide, comme il a été dit, aucune amnistie, rend les négociations de paix parfois extrêmement difficiles et peut même entraîner une polarisation accrue au sein des populations, sans qu'on ait du tout, évidemment, résolu cet équilibre difficile entre exigence de justice et nécessité d'accomplir la paix. Merci beaucoup.